Donc, il s'agit d'une petite fille de 31 mois, très précisément, qui a un foyer persistant du lobe moyen, des bronchiolites à répétition. Donc, ou bien c'est les parents qui viennent directement vous voir, ou bien vous êtes spécialiste et le médecin vous l'envoie pour un foyer persistant, bronchiolite répétée, donc elle est née à terme. Pas de détresse respiratoire à la naissance, elle a eu un dépistage de mucoviscidose qui était négatif et les vaccins sont à jour. Il y a quand même une mère, une rhinite allergique, un frère qui a une allergie aux protéines du lait de vache. Il y a un tabagisme passif maternel et elle est gardée à la maison, elle n'est pas en crèche, elle bénéficie. C'est comme c'est la troisième de la famille. Elle a, d'après la maman, elle a eu quelques lésions dermatites atopiques, elle n'a pas d'allergie alimentaire, et elle a eu un lait épaissi et un traitement par IPP pour des régurgitations. Jusque-là, c'est relativement banal. Elle a été hospitalisée à l'âge de 4 mois pour une bronchiolite à VRS, et depuis, elle fait 5 à 6 épisodes dans l'année. Alors, c'est souvent la séquence le nez qui coule, elle tousse et elle siffle. Elle en fait toute l'année, et quand même, l'été, ça va mieux. Elle a une toux qui est volontiers grasse, pas toujours de la fièvre des épisodes. Pendant les épisodes, elle a moins d'appétit et elle a eu plein de traitements, des antibiotiques, des fluidifiants, des salbutamol, des corticoïdes, Péros, tout ça. Et puis, il y a un an, elle a mis un traitement par fluticasone, 52 bouffées matin et soir. OK ? Les épisodes durent environ une semaine à 10 jours, puis ensuite tout revient dans l'ordre. Mais par contre, la main, ce n'est pas complètement dans l'ordre parce qu'elle a une toux la nuit, avec des réveils nocturnes. Par contre, la journée, elle n'est pas limitée. Elle a le nez qui coule en permanence. Elle a eu des radios qui ont été effectuées qui ont montré un foyer de lobe moyen. Et à l'examen, tout ça est normal. Taille, poids, rose, pays, pas de déformation, auscultation pulmonaire, tympan, tout ça c'est normal. Donc, voilà sa radio de thorax. Ça passe peut-être pas très bien, mais bon, il y a des petites opacités qui sont situées par là. Ah pardon, peut-être... C'est bon ? Alors, quels sont les éléments qui, pour vous, sont relevants ? Elle fait des infections hautes et basses, mais pas d'otite moyenne aiguë. C'est un peu plutôt des otites séreuses. 12 épisodes au moins. Le célestène, je ne sais pas qui est efficace. En tout cas, percent d'épisodes malgré la fluticasone, c'est ce qu'on a dit. La toux nocturne intermittente, les signes éventuellement de reflux, pas de cassure pondérale, examen normal et un foyer récidivant. Je vous ai mis une liste que vous verrez toute la journée. C'est toujours la même liste, donc autant en profiter. Top. C'est une opacité persistante du lobe moyen sur différentes radios, dont les étiologies sont aussi bien ça va du corps étranger à l'asthme. Tout ce qui, parce qu'en fait, le lobe moyen est un lobe qui naît avec une bronche qui est longue et qui n'est pas comme les autres par, je ne sais pas comment on appelle ça, par une bifurcation neurale, c'est comme un appendice en plus, avec un orifice qui est plus petit et donc qui est beaucoup plus facile à boucher. Et les enfants ayant une ventilation collatérale qui est beaucoup plus faible que les plus grands, dès que ça bouge, ça a tendance à se collaber ou en tout cas à faire une opacité que l'on voit radiologiquement. Et donc, quand on regarde les étiologies des syndromes du lobe moyen, il y a le corps étranger, le reflux, l'asthme, toutes les maladies obstructives que l'on peut imaginer, etc. Donc, cet enfant, il fait des bronchiolites à répétition, avec une séquence qui est très classique.
Non, il a le nez qui coule, il se tousse et puis il siffle. Quelque part, l'asthme, à cet âge-là, c'est nez qui coule, puis il tousse, puis il siffle. Les traitements ne marchent pas toujours chez les petits. Il y a 2 messages qu'il faut faire passer aux parents. C'est que, 1, avoir des tests cutanés positifs, c'est un signe d'un terrain atopique, et c'est un marqueur de persistance des symptômes. L'argument, c'est que s'il bouffe de l'œuf depuis toujours, il ne faut pas surtout pas l'empêcher de bouffer des œufs. Ensuite, examen ORL, hypertrophie importante des VG. Et là, pour une fois, l'ORL vous dit, je n'ai pas d'argument pour un reflux gastro-œsophagien. Sa marge de laryngée, curieusement, est normale. Mis ces examens-là, on avait dit que les 2 examens les plus importants, c'était le scanner. Mais un enfant qui fait des bronchiolites à répétition et qui garde des symptômes, on ne peut pas ne pas faire un dosage des immunoglobulines. On peut faire des anticorps vaccinaux si on a envie, mais ce n'est pas forcément indispensable. La pH-métrie, on n'a finalement pas énormément d'arguments maintenant. Et les EFR, on a répondu qu'à cet âge-là, les EFR, c'était quand même un petit peu compliqué. Donc ça, c'est une coupe de son scanner. Donc vous voyez qu'il retrouve un foyer du lobe moyen dans lequel il n'y a pas beaucoup de dilatation des bronches. C'est plutôt un foyer. Et puis, donc, on les fait une endoscopie. Donc là, on est dans la trachée, le mur postérieur, les arcs, les anneaux cartilagineux trachéaux. On arrive sur la carène. Donc la droite est là, la gauche est là. Et donc on va aller voir s'il n'y a pas un obstacle. Les parés sont ouverts. Donc le lobe supérieur droit est là, il est bien ouvert. OK. 1, 2, 3, tout va bien. Et en plus, ce n'est pas très sale. Hein. Et puis là, vous voyez, son lobe moyen, il ne demande rien à personne, hein, celui-là. Hein. Son lobe moyen, il est très joli. Et puis là, vous avez le Nelson, et en bas, vous avez la pyramide basale. Ça, c'est à droite. On revient, on tourne, on va de l'autre côté. Toujours important d'aller regarder de l'autre côté de ce qui est malade, ce qui est censé être malade. Hein. Certaines fois, on peut avoir des surprises. Donc là, la bronchouche gauche, et vous avez le lobe supérieur gauche avec le culmen et la lingula. Et puis, et après, la pyramide basale, le Nelson qui est là, la pyramide basale. Donc le compte-rendu que vous allez recevoir, c'est endoscopie normale. Absence d'obstacle endobronchique. Je vous avais montré ces diapos l'année dernière. D'ailleurs, elles figurent en bonne page dans le petit film. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête en permanence. C'est à la fois les critères en faveur de l'asthme et les critères contre l'asthme. Donc, on avait vu que les arguments pour l'asthme avant 6 ans, il y avait d'une part la clinique, d'autre part les antécédents et les traitements antérieurs. Et la séquence rhinite tout sifflement lors des infections des voies aériennes supérieures, c'est un énorme argument pour penser que ces enfants ont un asthme préscolaire. Parce que ceux qui ont, par exemple, une mucoviscidose, ceux qui ont une dyskinésie ciliaire, ben ça commence d'abord par le bas. Ce n'est pas forcément systématiquement le haut. Alors que chez le petit, il n'y a pas de problème. Nez qui coule, il siffle, il tousse, puis il siffle. C'est vraiment la séquence. Donc ça, c'est les exacerbations. Et puis, il y a tous les facteurs déclenchants des autres symptômes de toux, de sifflement, de difficultés respiratoires, de limitation d'activité. La toux, cet enfant, il a une toux la nuit, qui n'est pas reliée à ces infections des voies aériennes supérieures, qui est plutôt reliée à son hyperréactivité bronchique. Il tousse la nuit parce que peut-être que son asthme n'est pas forcément bien équilibré. Donc la toux à l'exercice, la toux ouvrir, l'exposition au tabac, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment poser comme question. Et les parents disent très bien que dès qu'ils jouent avec ses frères ou ses sœurs, dès qu'ils jouent à l'extérieur, etc., ou lorsqu'il y a un tabagisme, ces enfants toussent.
Et c'est des symptômes en plus des symptômes des exacerbations. Les antécédents familiaux, c'est un argument important. La présence d'une dermatite atopique, d'une rhinite allergique, l'asthme chez les parents, ça c'est un marqueur important. Et puis, en faveur de l'asthme, il y aurait la bonne réponse au bronchodilatateur en aigu et l'amélioration des symptômes, mais ce n'est pas systématique, hein, après traitement par les corticoïdes inhalés. Et quand on les arrête, ça rechute, et quand on les reprend, ils font mieux. Parallèlement, il y a des arguments contre le diagnostic d'asthme, et tous ceux dont on a parlé qui sont des signes d'alerte. C'est-à-dire que s'il persiste des symptômes respiratoires entre les épisodes, ou pour nous en métropole, même pendant l'été, donc pour vous, l'inverse. S'il n'y a pas de corrélation avec les infections des voies aériennes supérieures, ça c'est quelque chose qui est important. Hein. Parce que vraiment, le facteur déclenchant du petit, c'est le virus. Vraiment le virus. Et donc si il commence à être d'emblée encombré des poumons sans virose, ça c'est autre chose. L'existence de symptômes non respiratoires, c'est essentiellement donc, la courbe de poids. D'ailleurs, il casse plus la courbe de poids que de taille hein, au départ, ça c'est clair. L'existence d'une pathologie néonatale et puis une efficacité des traitements anti-asthmatiques doivent faire remettre en doute le diagnostic. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça, mais ça veut dire qu'il faut chercher autre chose. D'accord ? Donc tout ça, c'est des petits clignotants qui doivent régulièrement être dans notre tête. Et là, vous avez, on ne va pas la reprendre, mais la liste des examens des diagnostics différentiels, vous voyez qu'elle est impressionnante. Hein, et c'est pour ça que finalement, l'asthme préscolaire, c'est un diagnostic d'élimination. Ça siffle et ce n'est pas autre chose. Chez un enfant de moins de 2 ans qui siffle, malgré un traitement anti-asthmatique, est-ce qu'il faut faire une endoscopie bronchique ? Oui. Oui. Est-ce qu'il faut faire un lavage alvéolaire ? Alors, eux, on dit oui pour le plan microbiologique. Est-ce qu'il faudrait adapter le traitement en fonction des EFR ou sur la clinique seule ? Moins de 2 ans. Régime d'éviction empirique. Et pourtant, il y en a. Hein. Le nombre d'enfants qui sifflent, à qui on sucre le lait, on sucre les œufs, on sucre le gluten, on sucre tout. Hein. Est-ce qu'il faut faire systématiquement une pH-métrie ? Globalement, on finit par la faire, hein, pas sûr. Hein. Une scintigraphie ? Une scintigraphie de quoi ? Est-ce qu'il faut faire une étude de la déglutition ? Alors, eux ont répondu oui, mais en mettant que c'était un conseil de puissance faible, parce qu'on manquait d'études systématiques sur la déglutition des nourrissons. Les messages, c'était quand même qu'on a intérêt à faire une endoscopie bronchique chez des enfants qui, malgré un traitement, continuent à siffler. Oui. Donc, conclusion. Asthme préscolaire probable. Je pense qu'il n'échappera pas à une adénoïdectomie. D'accord. Et par contre, on n'a pas d'autres facteurs aggravants. Est-ce que vous pensez que cet asthme est contrôlé ? L'évaluation du contrôle, donc chez l'enfant de moins de 5 ans, enfin 5 ans et moins, on regarde s'il a eu des symptômes le jour, s'il a eu des symptômes la nuit, s'il a des symptômes à l'effort, et s'il consomme des bronchodilatateurs. C'est 4 questions. Symptômes la journée, symptômes à l'effort, symptômes la nuit ou prise de bronchodilatateurs. Et on admet que sur les 4 dernières semaines, s'il y a une semaine où c'est revenu au moins une fois, c'est plus d'une fois, et au moins 2 fois. Si on répond non, il est bien contrôlé. Partiellement contrôlé, s'il y a 2 réponses positives. Une à 2 réponses positives, il n'est pas contrôlé, ce n'est 3 à 4. Donc là, dans cette évaluation-là, on ne va pas regarder le nombre d'exacerbations qu'il a eu récemment ou pas. Dans un premier temps, on va regarder juste depuis un mois. Parce que les parents ont la mémoire du mois précédent.
peuvent vous dire quand même s'ils ont donné. Mais si vous allez leur demander est-ce qu'il y a un an il a pris de la ventoline, bon, c'est pas possible. Donc le contrôle s'évalue sur le dernier mois avec ces 4 questions simples. Est-ce qu'il a sifflé le jour? Est-ce qu'il a sifflé la nuit ou de réveil la nuit? Les réveils, ça les parents ils savent. Hein. Est-ce que dès qu'il joue avec les copains, il tousse ou il siffle? Ce sont d'ailleurs plus toussés que sifflés. Est-ce que ça le limite, c'est ce qui s'arrête avant les autres? Et est-ce qu'il a eu des bronchodilatateurs? Donc ça, réponse. Le deuxième volet, c'est le risque qu'il fasse de nouvelles exacerbations. Et le risque à venir, c'est est-ce que cet enfant, quel est son risque de faire dans les mois à venir une exacerbation? Et ce risque, il est corrélé à ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire que c'est là où on va dire, voilà, dans les 6 mois de la dernière année, combien de fois il a pris du Célestine, qui est un marqueur. Parce que les parents, ils savent, quand vous dites combien est-ce qu'il a fait de crise, ils mélangent un peu les petits symptômes, les gros symptômes. Par contre, le nombre de cures de corticoïdes, Soluprède, Célestine, Cortencil, ce qu'on veut, ça, ils savent à peu près. Et plus un enfant a fait d'exacerbations avant ou d'exacerbations récemment, plus il est à risque d'en faire dans les mois qui viennent. On sait que plus un enfant a fait de bronchiolite, plus il a un risque ultérieur d'avoir une obstruction qui est fixée. Et moins il est traité, plus il est à risque d'avoir une obstruction fixée. Mais bon. Alors, vous lui faites quoi à cet enfant? C'est quand même rien. Abstention thérapeutique? Peut-être pas. Adénoïdectomie? Ça se conçoit. Lobectomie moyenne? Ouais. Maintien des corticoïdes à la même dose? On pourrait vous dire, bah, si vous voulez lui enlever les VG, peut-être que ça marchera après. Augmenter un peu la dose de corticoïdes? Oh, il a une petite dose, hein, il est 100 matin et soir. C'est pas. Non, c'est une dose, il a déjà une dose moyenne, on va dire. Nébulisation. On va se la garder sous le coude, peut-être pour si jamais ça pallier. Lui dire que, allez, on arrête les corticoïdes, on lui met du Montelukast. Alors, on a le droit hein, à 31 mois. Hein. Mais bon. Vous rajoutez du Montelukast. Comme ça, il fera des cauchemars. Association fixe. Pas le droit. 4 ans. 4 ans, pas le droit. Enfin, alors, ça vous risque et périls. La première des choses que l'on va faire, que nous on fait, c'est qu'on va conseiller de lui major son traitement par les corticoïdes inhalés, parce que souvent, avec 50 matin et soir de Flixotide, si ça ne va pas, plutôt que de passer d'emblée aux nébulisations, la première des choses, nous, on augmente. Après, il y a rajouter le Montelukast qu'on peut faire, tout à fait. Toutes les études qui ont été faites montrent quand même que les corticoïdes inhalés marchent mieux que le Montelukast, qu'il y a des enfants qui répondent mieux au Montelukast qu'aux corticoïdes inhalés, que ça dépend un peu de la génétique. Mais globalement, le Montelukast, moi je trouve que c'est relativement décevant comme médicament. Ça peut être un petit plus et ça ne remplace pas les corticoïdes inhalés quand même. Donc je préfère une dose plus importante de corticoïdes inhalés plutôt que de rajouter du Montelukast. Donc ça, vous voyez, c'est les paliers de traitement chez les enfants, chez les petits-enfants, enfin les moins de 6 ans. Donc c'est une corticoïde, initialement, ce qui est conseillé, c'est corticoïdes inhalés à faible dose quotidienne. Et après, on augmente les doses.
On a la possibilité... Alors oui, d'abord, il y a eu tout un débat sur faut-il donner les corticoïdes inhalés de façon permanente, persistante ou à la demande, de façon intermittente. Et globalement, la réponse est que dès que les enfants ont des petits symptômes entre les épisodes, il faut les traiter tous les jours. Premier choix, corticoïdes inhalés faible dose. Les alternatives, on peut utiliser effectivement les antileucotriènes, mais avec toutes les réserves dont je vous ai parlé. Et puis, plus les enfants sont symptomatiques malgré le traitement, plus la dose sera augmentée. Donc c'est, vous voyez, moyenne à forte. Et après, on arrive aux nébulisations. Et il n'y a pas les associations fixes. Maintenant. Vous le revoyez après 6 mois. Alors là, on vous dit, docteur, vous, il y en a de grands docteurs. Depuis que vous avez doublé la dose, il va très bien. Il ne fait plus rien. Bon. Content. Et là, vous faites quoi? Baisser, pour les parents, c'est beaucoup plus simple de passer à 1 fois par jour que de revenir à une dose antérieure 2 fois par jour. Hein? Parce que, comme c'est une corticothérapie inhalée, c'est comme la confiture sur les tartines. Hein, on peut mettre ça qu'une seule fois par jour. Il a été donné ce qu'était une dose faible du corticoïde inhalé. Donc vous voyez, pour la fluticasone, 100, c'est une petite dose. C'est une dose faible. 500 microgrammes de nébulisation, ça correspond à 2 bouffées de fixotide 50 sur le plan équivalence. Ouais. Ce qui voudrait dire que quand vous passez un enfant qui est nébulisé, vous allez lui passer à 0,5, de 1 mg matin et soir à 0,5 matin et soir. Si vous faites plus qu'une fois par jour, c'est une toute petite dose qu'on lui donne. On ne tombe pas dans l'homéopathie, mais pas très loin.